Demandes-tu l'aumône, Philippe, assis au coin de cette rue? Je demande l'aumône à la justice des hommes. Je suis un mendiant, affamé de justice, et mon honneur est en haillons. Excusez-moi de vous interrompre, mais nous allons un peu trop vite. Il faut vous expliquer. Tout a commencé par ces simples mots qu'Alfred de Musset écrivit à George Sand un jour de juillet 1833. Ils s'étaient rencontrés pour la première fois en mai. Mon cher Georges, j'ai quelque chose de bête et de ridicule à vous dire. Je suis amoureux de vous. À la fin du mois, ils sont amants. En décembre, ils partent pour l'Italie, visitent plusieurs villes, dont Florence, et séjournent à Venise. Maladie, rupture provisoire, reprise, rupture définitive. Au mois de mars, un grand roman d'amour est achevé, mais Musset a écrit Lorenzaccio. Il doit le sujet et l'ébauche de la pièce à George Sand, qui, s'inspirant des chroniques de Benedetto Varchi, avait rédigé une conspiration en 1537. Que doit-il à Florence? Ils ont vu ensemble cette ville lumineuse et harmonieuse entre toutes. Parfois, ils ont eu l'impression que rien n'y avait changé depuis le XVIe siècle, sous le pontificat de Clément VII. Et qu'Alexandre de Médicis était encore là, dans son palais, par les fenêtres duquel vous apercevez la ville qu'il tyrannise. Cependant, on s'accorde à penser que si Musset n'avait jamais vu Florence, sa pièce eût été à peu près semblable. Nous lui avons dit aussi que Musset pourrait bien avoir pensé davantage au Paris de 1830 qu'à la Florence du XVIe siècle. Oui, très probablement. D'ailleurs, vous, Jean Deschamps, qui avez créé la pièce à Avignon au TNP, dans la mise en scène de Gérard Philipe, peut-être pourriez-vous nous faire entendre quelques répliques particulièrement significatives à cet égard. Oui, volontiers. Ouvrons l'album de TNP d'Agnès Varda et écoutons le disque enregistré sur scène. Voici Avignon. Vous reconnaissez les trompettes qui sont justement notre indicatif. Voici la marquise de Chibaut, Monique Chaumette, face à son beau-frère le cardinal, Jean Villard. Il y a certains assemblages de mots qui passent par instants sur vos lèvres à vous autres. On ne sait qu'en penser. On sait en tout cas à quoi s'en tenir sur l'anticléricalisme de Musset. Voici Gérard Philipe dans Lorenzaccio. Écoutez-le qui s'adresse à Bindo. Je suis des vôtres, mon oncle. Ne voyez-vous pas à ma coiffure que je suis républicain dans l'âme? Regardez comme ma barbe est coupée. N'en doutez pas un seul instant, l'amour de la patrie respire dans mes vêtements les plus cachés. Musset songe alors bien plus aux républicains français de 1830 qu'aux républicains italiens de 1537. Il évoquait d'ailleurs les étudiants qui descendaient dans la rue dans une scène qui fut supprimée en 1856 sous le règne de Napoléon III. Citoyens, venez ici. On méconnaît le droit, on insulte le peuple. Nous voulons mourir pour nos droits. Lorenzaccio a été écrit en 1834. 4 ans avant, c'était la Révolution de Juillet contre une monarchie appuyée sur les armes étrangères. Que l'on songe à Charles Quint imposant le règne des Médicis à Florence. Oh, bien sûr, le maître de la France n'a pas le faciès inquiétant d'Alexandre de Médicis. Il a un visage en poire molle, comme on disait à l'époque. N'empêche qu'il est arrivé au pouvoir après les journées de juillet, les 3 glorieuses, qui virent se lever ouvriers et étudiants pour une révolution. La monarchie va escamoter cette révolution et inaugurer avec Laffitte et Casimir Périer le règne des banquiers. Dans Lorenzaccio aussi, les marchands de Florence laissent escamoter la République. Et puis, c'est en 1831 la répression sanglante de la révolte des Canuts de Lyon. En 1832, les funérailles du général Lamarque qui s'achèvent en bataille rangée. En 1834, le massacre de la rue Transnonain.
En 1835, le vote des lois restreignant la liberté de la presse. On poursuit, on arrête. Écoutez Philippe Strozzi, 3 siècles plus tôt. 10 citoyens bannis dans ce quartier-ci seulement. Le vieux Galeazzo, le petit mafio banni. Sa sœur corrompue, devenue une fille publique en une nuit. Que le bonheur des hommes ne soit qu'un rêve, cela est pourtant dur. Que le mal soit irrévocable, éternel, impossible à changer, non. Pourquoi le philosophe qui travaille pour tous regarde-t-il autour de lui? Le moindre insecte qui passe devant ses yeux lui cache le soleil. Allons-y donc plus hardiment. La République, il nous faut ce mot-là. Et quand ce ne serait qu'un mot, c'est quelque chose, puisque les peuples se lèvent quand ils traversent l'air. Lorenzaccio serait donc une pièce d'actualité, et Lorenzo, le frère des étudiants de 1830. C'était pas si simple. Il est vrai néanmoins qu'après cette révolution manquée, après 1834, l'opposition républicaine doit rentrer de nouveau dans la clandestinité. C'est l'époque des sociétés secrètes, des attentats. C'est l'époque où le jeune homme désemparé, révolté, porte un masque, joue un rôle. Et Lorenzaccio est un personnage masqué. Il y a 2 Lorenzo. Le Lorenzo pur et idéaliste et le Lorenzo cynique et débauché qui masque le premier. Le malheur, il le dit lui-même, c'est que le masque lui colle si bien à la peau que quand il veut ôter le masque, il s'arrache la peau. Écoutez, Gérard Philippe Lorenzo, quelques heures avant le meurtre d'Alexandre. Si les républicains étaient des hommes, quelle révolution demain dans la ville. Mais Pierre est un ambitieux. Les Rucellai seuls valent quelque chose. Ah, les mots, les éternelles paroles. Ô bavardage humain, ô homme sans bras. Non, non, je n'emporterai pas la lumière. J'irai droit au cœur. Il se verra tué. Oh, sang du Christ. On se mettra demain aux fenêtres. Que de journées j'ai passées assis sous les arbres. Ah, quelle tranquillité, quel horizon à Cafaggiolo. Jeannette était jolie, la petite fille du concierge, en faisant sécher sa lessive. Comme elle chassait les chèvres qui venaient marcher sur son linge étendu sur le gazon. La chèvre blanche revenait toujours avec ses grandes pattes menues. Il faut que j'aille. Bonsoir, mignon. Et trinque donc avec Diomo. Bon ben. Cela serait plaisant qu'il lui vînt à l'idée de me dire. Entendra-t-on quelque chose du voisinage? Cela serait plaisant. Ah, on y a pourvu. Oui, ça serait drôle qu'il lui vînt cette idée. Eh bien, quoi donc? J'ai des envies de danser qui sont incroyables. Je crois, si je m'y laissais aller, que je sauterais comme un moineau sur tous ces gros plâtras et sur toutes ces poutres. Lorenzo! Mignon, mettez vos gants neufs. Un plus bel habit que cela, tra-la-la. Faites-vous beau, la mariée est belle, mais je vous le dis à l'oreille, prenez garde à son petit couteau. Le beau visage de Gérard Philippe nous livre les contradictions de Lorenzo. Il y a vraiment plusieurs hommes en un seul. Oui. Lorenzaccio contient pour ainsi dire tous les autres personnages de la pièce, comme s'ils étaient les composantes de sa personnalité. Ouvrons encore l'album et écoutons la voix de ces personnages. Philippe Strozzi, c'est l'humanisme de Lorenzo. Je me suis penché sur des livres. J'ai rêvé pour ma patrie ce que j'admirais dans l'Antiquité. Il a fallu que la tyrannie vînt me frapper au visage pour me faire dire agissons. Et ma vengeance a des cheveux gris. Le
duc Alexandre et la souillure de Lorenzo. Si je ne me trompe, c'est Catherine Gino. Non. Si, je la reconnais très bien, c'est attends. Feste, j'avais oublié cette figure-là. Amène-la dans le souper. Ça serait très difficile. C'est une vertu. Alors, est-ce qu'il y en a pour nous autres? La marquise de Cibo, c'est le patriotisme de Lorenzo. Cela vous est égal que le duc de Florence soit le préfet de Charles Quint, que notre soleil à nous promène sur la citadelle des ombres allemandes. Ah, le clergé sonnerait au besoin toutes ses cloches pour en étouffer le bruit et pour réveiller l'aigle impérial s'il s'endormait sur nos pauvres toits. Catherine et Marie sont l'idéal de pureté de Lorenzo. Je vous estime, vous et elle. Hors de là, le monde me fait horreur. Pierre Strozzi lui-même, c'est le courage de Lorenzo qui paraît si lâche. Non, mon père, je ne me cacherai pas, je me promènerai volontiers, l'épée nue, et sans en essuyer une goutte de sang. Quant au meurtre d'Alexandre, c'est aux yeux de Lorenzo sa propre justification. Eh bien, je crois que nous pouvons reprendre notre scène. Volontiers. Demandes-tu l'aumône, Philippe, assis au coin de cette rue? Je demande l'aumône à la justice des hommes. Je suis un mendiant affamé de justice, et mon honneur est en haillons. Quel changement va donc s'opérer dans le monde? Et quelle robe nouvelle va revêtir la nature si le masque de la colère s'est posé sur le visage auguste et paisible du vieux Philippe? Il faut nous délivrer des Médicis, Lorenzo. Pierre et Thomas sont en prison. Oui, je sais cela. Est-ce là ta réponse? Est-ce là ton visage, homme sans épée? Que veux-tu? Dis-le, et alors tu auras ma réponse. Agir? Comment, je ne sais pas, mais agir, agir. Oh, Lorenzo, le temps est venu. N'es-tu pas diffamé, traité de chien et de sans-cœur? Si je t'ai tenu en dépit de tout, ma porte ouverte, ma main ouverte, mon cœur ouvert, parle que je vois si je me suis trompé. Pierre et Thomas sont en prison, est-ce là tout? C'est les terres, oui, c'est là tout. Presque rien. 2 enfants de mes entrailles qui vont s'asseoir au banc des voleurs. Oui, c'est là tout. Dis-moi ce que tu penses. Je le ferai. Rentrez chez vous, mon bon monsieur. Et voilà qui est certain, je vais aller chez les Pazzi. Là sont 50 jeunes gens, tous déterminés. Ils ont juré d'agir. Que les Médicis prennent garde à eux. Adieu, je vais chez les Pazzi. Aussi bien j'y allais avec Pierre quand on l'a arrêté. Il y a plusieurs démons, Philippe. Celui qui te tente en ce moment n'est pas le moins à craindre de tous. Que veux-tu dire? Prends-y garde. C'est un démon plus beau que Gabriel. La liberté, la patrie, le bonheur des hommes, tous ces mots résonnent à son approche comme les cordes d'une lyre. Les larmes de ses yeux fécondent la terre et il tient à la main la palme des martyrs. Ses paroles épurent l'air autour de ses lèvres. Son vol est si rapide que nul ne peut dire où il va. Prends-y garde. Une fois dans ma vie, je l'ai vu traverser les cieux. J'étais courbé sur mes livres et le toucher de sa main a fait frémir mes cheveux comme une plume légère. Je te comprends à peine. Et je ne sais pourquoi. J'ai peur de te comprendre. N'avez-vous dans la tête que cela? Délivrez vos fils. Mettez la main sur la conscience. Quelque autre pensée plus vaste, plus terrible, ne vous entraîne-t-elle pas comme un chariot étourdissant au milieu de cette jeunesse? Eh bien, soit que l'injustice faite à ma famille soit le signal de la liberté. Pour moi et pour tous, j'irai. Prends garde à toi, Philippe. Tu as pensé au bonheur de l'humanité. Que veut dire cela? Es-tu dedans comme au dehors une vapeur infecte? Toi qui m'as parlé d'une liqueur précieuse dont tu étais le flacon, est-ce là ce que tu renfermes? Je suis en effet précieux pour vous. Car je tuerai Alexandre. Toi? Moi. Demain ou après-demain. Quand cela serait vrai, pourquoi aurais-je tort de penser à la liberté? Philippe, Philippe, prends garde à toi. Tu as 60 ans de vertu sur ta tête grise. C'est un enjeu trop cher pour le jouer au dé.
Si tu caches sous ces paroles obscures quelque chose que je puisse entendre, dis-le, tu m'irrites singulièrement. Tel que tu me vois, Philippe, j'ai été honnête. J'ai cru à la vertu, à la grandeur humaine, comme un martyr croit à son Dieu. J'ai versé plus de larmes sur la pauvre Italie que Niobé sur ses filles. Ma jeunesse a été pure comme l'or. Et tout à coup, une certaine nuit que j'étais assis dans les ruines du Colisée antique, je ne sais pourquoi, je me levai. Je tendis vers le ciel mes bras trempés de rosée et je jurai qu'un des tyrans de ma patrie mourrait de ma main. J'étais un étudiant paisible et je ne m'occupais alors que des arts et des sciences. Il m'est impossible de dire comment cet étrange serment s'est fait en moi. Peut-être est-ce là ce qu'on éprouve quand on devient amoureux. J'ai toujours eu confiance en toi. Et cependant, je crois rêver. Et moi aussi. J'étais heureux, alors j'avais le cœur et les mains tranquilles. Les hommes ne m'avaient fait ni bien ni mal, mais j'étais bon. Et pour mon malheur éternel, j'ai voulu être grand. Tu ne sauras jamais, à moins d'être fou, de quelle nature est la pensée qui m'a travaillé. J'ai d'abord voulu tuer Clément VII. Je n'ai pu le faire parce qu'on m'a banni de Rome avant le temps. J'ai recommencé mon ouvrage avec Alexandre. La tâche que je m'imposais était dure. Florence était comme aujourd'hui noyée de vin et de sang. L'empereur et le pape avaient fait un duc d'un garçon bouché. Pour plaire à mon cousin, il fallait arriver à lui porté par les larmes des familles. Pour devenir son ami et acquérir sa confiance, il fallait baiser sur ses lèvres épaisses tous les restes de ses orgies. J'étais pur comme un lys. Et cependant, je n'ai pas reculé devant cette tâche. Je suis devenu vicieux, lâche, un objet de honte et d'opprobre. Qu'importe, ce n'est pas cela qu'il s'agit. Tu baisses la tête, tes yeux sont humides. Non, je ne rougis pas. Les masques de plâtre n'ont point de rougeur au service de la honte. J'ai fait ce que j'ai fait. Tu sauras seulement que j'ai réussi dans mon entreprise. Alexandre viendra bientôt dans un certain lieu d'où il ne sortira pas debout. Je suis au terme de ma peine. Et sois certain, Philippe, que le buffle sauvage, quand le bouvier l'abat sur l'herbe, n'est pas entouré de plus de filets, de plus de nœuds coulants que je n'en ai tissé autour de mon bâtard. Ce cœur, jusqu'aux auquel une armée ne serait pas parvenue en un an, il est maintenant à nu sous ma main. Je n'ai qu'à laisser tomber mon stylet pour qu'il y entre. Tout sera fait. Maintenant, sais-tu ce qui m'arrive? Et ce dont je veux t'avertir? Tu es notre Brutus, si tu dis vrai. Je me suis cru un Brutus, mon pauvre Philippe. Maintenant, je connais les hommes, et je te conseille de ne pas t'en mêler. Pourquoi? Ah, vous avez vécu tout seul, Philippe. Pareil à un fanal éclatant, vous êtes resté immobile au bord de l'océan des hommes, et vous avez regardé dans les eaux la réflexion de votre propre lumière. Du fond de votre solitude, vous trouviez l'océan magnifique sous le dais splendide des cieux. Vous ne comptiez pas chaque flot, vous ne jetiez pas la sonde. Vous étiez plein de confiance dans l'ouvrage de Dieu. Mais moi, pendant ce temps-là, j'ai plongé. Je me suis enfoncé dans cette mer houleuse de la vie. J'en ai parcouru toutes les profondeurs. Tandis que vous admiriez la surface, j'ai vu les débris des naufrages, les ossements et les léviathans. Je conçois que le rôle que tu joues t'ait donné des idées pareilles. Si je te comprends bien, tu as pris dans un but sublime une route hideuse et tu crois que tout ressemble à ce que tu as vu. Je me suis réveillé de mes rêves. Rien de plus. Je te dis le danger d'en faire. Je connais la vie et c'est une vilaine cuisine, sois-en persuadé. Et ne mets pas la main là-dedans, si tu respectes quelque chose. Arrête. Je crois à tout ce que tu appelles des rêves. Je crois à la vertu, à la pudeur et à la liberté. Et me voilà dans la rue, moi, Lorenzaccio, et les enfants ne me jettent pas de la boue. Les lits des filles sont encore chauds de ma sueur, et les pères ne prennent pas quand je passe leurs couteaux et leurs balais pour m'assommer. Au fond de ces 10 000 maisons que voilà, la 7e génération parlera encore de la nuit où j'y suis entré, et pas une ne vomit à ma vue un valet de charrue qui me fend en deux comme une bûche pourrie.
L'air que vous respirez, Philippe, je le respire. Mon manteau de soie bariolé traîne paresseusement sur le sable fin des promenades. Hein. Pas une goutte de poison ne tombe dans mon chocolat. Que dis-je, oh, Philippe? Les mères pauvres soulèvent honteusement le voile de leurs filles quand je m'arrête au seuil de leur porte. Elles me laissent voir leur beauté avec un sourire plus vil que le baiser de Judas. Tandis que moi, pinçant le menton de la petite, je serre les poings de rage en remuant dans ma poche 4 ou 5 méchantes pièces d'or. En suis-je un Satan en lumière du ciel? Je me souviens encore. J'aurais pleuré avec la première fille que j'ai séduite si elle ne s'était mise à rire. Quand j'ai commencé à jouer mon rôle de Brutus moderne, je marchais dans mes habits neufs de la grande confrérie du vice comme un enfant de 10 ans dans l'armure du géant de la fable. Je croyais que la corruption était un stigmate et que les monstres seuls la portaient au front. Oh, Philippe, j'entrais alors dans la vie. Et je vis qu'à mon approche, tout le monde en faisait autant que moi. Tous les masques tombaient devant mon regard. L'humanité souleva sa robe et me montra comme un adepte digne d'elle sa monstrueuse nudité. J'ai vu les hommes tels qu'ils sont. Je me suis dit, pour qui est-ce donc que je travaille? J'ai vu les républicains dans leur cabinet. Je suis entré dans les boutiques, j'ai écouté, j'ai guetté, j'ai recueilli les discours des gens du peuple, j'ai bu dans les banquets patriotiques le vin qui engendre la métaphore et la prosopopée. J'ai avalé entre deux baisers les larmes les plus vertueuses. J'attendais toujours que l'humanité laisse avoir sur sa face quelque chose d'honnête. J'observais comme un amant observe sa fiancée en attendant le jour des noces. Pauvre enfant, tu me navres le cœur. Mais si tu es honnête, quand tu auras délivré ta patrie, tu le redeviendras. Philippe, j'ai été honnête. Toutes les maladies se guérissent. Et le vice est une maladie aussi. Il est trop tard. Je me suis fait à mon métier. Le vice a été pour moi un vêtement. Maintenant, il est collé à ma peau. Je suis vraiment un ruffian. Et profite de moi, Philippe, voilà ce que j'ai à te dire. Et ne travaille pas pour ta patrie. Je crois à l'honnêteté des républicains. Je te fais une gageure. Je vais tuer Alexandre. Une fois mon coup fait, si les républicains se comportent comme ils le doivent, il leur sera facile d'établir une république, la plus belle qui ait jamais fleuri sur terre. Qu'ils aient pour eux le peuple et tout est dit, je te gage, que ni eux, ni le peuple ne feront rien. Mais pourquoi tueras-tu le duc, si tu as des idées pareilles? Pourquoi? Tu me le demandes? Si tu crois que ce meurtre est inutile à ta patrie, pourquoi le commets-tu? Tu me demandes cela en face? Mais regarde-moi un peu. J'ai été beau, tranquille, vertueux. Quel abîme tu m'ouvres. Tu me demandes pourquoi je tue Alexandre? Veux-tu donc que je m'empoisonne ou que je saute dans l'Arnaud? Si je suis l'ombre de moi-même, veux-tu donc que je rompe le seul fil qui rattache aujourd'hui mon cœur à quelques fibres de mon cœur d'autrefois? Songes-tu que ce meurtre, c'est tout ce qui me reste de ma vertu? Songes-tu que je glisse depuis 2 ans sur un rocher taillé à pic et que ce meurtre est le seul brin d'herbe où j'ai pu cramponner mes ongles? Crois-tu donc que je n'ai plus d'orgueil parce que je n'ai plus de honte? Oh, cela est certain. Si je pouvais revenir à la vertu, si mon apprentissage du vice pouvait s'évanouir, j'épargnerais peut-être ce conducteur de bœufs. Mais j'aime le vin, le jeu et les filles. Comprends-tu cela? Si tu honores en moi quelque chose, toi qui me parles, c'est mon meurtre que tu honores, peut-être justement parce que tu ne le ferais pas. Voilà, c'est longtemps, vois-tu, que les républicains me couvrent de boue et d'infamie. Voilà, c'est longtemps que les oreilles me teintent et que l'exécration des hommes empoisonne le pain que je mâche. J'en ai assez d'entendre brailler en plein vent le bavardage humain. Il faut que le monde sache un peu qui je suis et qui il est. Ah, Dieu merci, c'est peut-être demain que je tue Alexandre. Dans 2 jours, j'aurai fini. Que les hommes me comprennent ou non, qu'ils agissent ou n'agissent pas, j'aurai dit ce que j'ai à dire. Qu'ils m'appellent comme ils voudront, Brutus ou Hérostrate. Il ne me plaît pas qu'ils m'oublient. Ma vie entière est au bout de ma dague. Et que la Providence retourne ou non la tête en m'entendant frapper, je jette la nature humaine à pile ou face sur la tombe d'Alexandre. Dans 2 jours,
Les hommes comparaîtront devant le tribunal de ma volonté. Musset a prêté à Lorenzo ses propres contradictions. Il avait pris lui-même le masque de la débauche pour cacher son désarroi et sa douleur. Il appartenait lui-même à une génération désaxée par les circonstances politiques, sociales et religieuses. Ne le dit-il pas lui-même dans sa célèbre confession d'un enfant du siècle? Toute la maladie du siècle présent vient de deux causes. Le peuple qui a passé par 93 et par 1814 porte au cœur deux blessures. Tout ce qui était n'est plus, tout ce qui sera n'est pas encore. Ne cherchez pas ailleurs le secret de nos maux. Ainsi en va-t-il parfois du mal de la jeunesse. C'est à l'histoire de la guérir.